Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur BT, dans le cadre de l'émission Qui es-tu? Nous avons comme invité ce soir Simon Bell, l'un des anciens, des tout premiers Camerounais arrivés en Australie. Simon Bell, bonsoir. Bonsoir Vince et merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer dans ce cadre de Qui es-tu? J'espère que je vais un peu d'éclaircir à apporter par rapport à ma personne. As-tu été affecté par la COVID-19? Bien évidemment, je vais rendre hommage ici à ceux qui ont vu leur vie couper court, des familles qui ont été affectées par rapport à un de leurs membres qui a été victime, jusqu'à peut-être même la mort. C'est une pandémie qui continue à sévir, comme nous le savons. Et personnellement, oui, j'ai été affecté. Tu sais, je suis un consultant sportif, un entrepreneur social. Donc, mon domaine est beaucoup plus sur le terrain. Donc, avec des mesures barrières qui ont été mises sur pied, bien effectivement que je n'ai pas pu continuer à exercer dans ce que je fais, mais on essaie et on espère que ça va passer. Donc voilà un peu de mon côté, ça m'a affecté et ça m'a fait perdre quelques petits projets. Apparemment, tu as récemment passé 14 jours en quarantaine. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, d'où je sortais, qui est Singapour, comme tu le sais, je trouvais que le confinement était un peu plus très strict. Et l'Australie me donnait cette flexibilité-là de pouvoir revenir, surtout qu'ici à Sydney, c'était un peu plus relax. Donc, j'ai choisi bien évidemment l'option de venir en attendant que la situation s'améliore. Et avec des nouvelles lois qui étaient sur place, il a fallu que je passe 14 jours de confinement. Et 2 jours après que je sois arrivé, des lois ont continué à changer, d'où il fallait même faire des tests avant d'être relâché dans la société, si je peux utiliser l'expression. Donc, le confinement, c'était, vous êtes dans une chambre et vous êtes interdit de franchir la porte, mais on prend soin de vous, on vous donne à manger, je crois, 3 à 4 fois par jour. Et voilà, après les 14 jours, ainsi qu'un test de la COVID négatif, on s'est vu lâcher dans la société. Tu es né, bien entendu, au Cameroun, et c'est ça? Oui. C'est très vrai, c'est très vrai. Je suis né dans la capitale du Cameroun, qui est Yaoundé. J'ai grandi dans un quartier populaire de la place qui s'appelle Bogada. Parlons-en. Apparemment, Bogada, c'était un quartier très chaud à Yaoundé. Comment était l'ambiance dans ce quartier-là? Je me souviens que grandissant en Bogada, c'était, comme tu l'as dit, un quartier qui était réputé très mouvementé. Mais je crois que Bogada a toujours était ce carrefour de la joie. Justement, parlant un peu de l'ambiance qui se vivait en Bogada, je crois qu'il y avait un bar là, El Campero ou bien El Dorado, justement, El Dorado. El Dorado. En référence d'ailleurs, nous avons eu des El Blanco, nous avons eu le Cheval Blanc, nous avons eu Paquita, nous avons eu Explosif, nous avons eu Ludo Bar, mais beaucoup plus de gens se rappellent aussi de Escalier. Ah oui, justement, Escalier, oui. Escalier qui étaient des coins, bref, ça bouillonnait de partout, quoi. Et la Maison Blanche, je crois, était à côté là. Et ouais, voilà, tu sais très bien aussi que nous avons la Maison Blanche, d'où on mange du bon poisson frais. Oui, oui. Même étant à la capitale, donc c'est un peu le quartier où tout le monde voulait visiter, quoi, surtout nocturnement parlant. Ok, merci beaucoup, Simon Bell. Quel souvenir as-tu du pays? Je suis, comment je le dirais, quelqu'un qui a été très tôt
dans la vie du dehors. Je me rappelle que très jeune dans mon enfance, je commençais déjà à faire les sorties nocturnes. Il y avait El Piquino à l'époque, où j'allais souvent accompagner un très bon ami à moi qui était un danseur. Vous savez, à l'époque, c'était du Kwassa, il y avait des groupes de danse, c'était la rivalité un peu partout. Je crois que mon enfance a été marquée beaucoup plus par des points positifs. J'ai connu un Cameroun. Bien évidemment, je suis né quand notre premier président était au pouvoir. Et donc, très tôt dans ma vie, j'ai vu le changement qu'il y a eu. Je vais peut-être parler de quelque chose pendant le coup d'État qu'il y a eu. 6 avril 84. Le 6. Ouais. J'étais très jeune, ouais, et je me rappelle très bien que nous, on courait derrière les chars, ne se rendant pas de la gravité de la chose, parce qu'on n'était pas habitué à ces choses-là. Bon, des adultes, des personnes un peu plus âgées étaient bien évidemment effrayés et mal en point de ce qui s'est passé. Mais pour nous, c'était un peu de l'excitation. La nuit, non, on n'était pas permis de dormir sur les lits. Ah, OK. Donc, il fallait dormir en bas du lit. Et pour que mon papa s'assure de cela, il faisait plusieurs tours de patrouille dans la nuit pour se rassurer que non, effectivement, nous n'avons pas quitté le bas du lit pour le lit. Donc, quelque chose qui m'a un peu marqué, quoi. Merci beaucoup, Simon. Parlons justement du papa. Oui, mon papa était un papa rigoureux, hein. Un papa rigoureux, sa carrure, sa façon de faire des choses, il était bien rigoureux et au point où mon petit frère lui avait donné le nom de Monsieur Dégagé. Wow. Donc, mon papa à la maison, quand il arrive, on dit dégagé, dégagé, parce que quand il arrivait à la maison, il fallait mettre tout en ordre. Dégagez-moi ça, dégagez-moi ça. Donc, mon petit frère qui avait à peine 4 ans, je pense, a commencé à l'appeler homme dégagé. Ah, OK. Mais c'était un papa, franchement, qui était sévère. Mais justement, merci beaucoup, Simon. Nous savons tous qu'au pays, les papas ne voulaient pas que les enfants jouent au foot. Et toi, tu as vraiment joué, en fait, tout le monde sait que tu as joué au foot jusqu'à un niveau très élevé. Comment a été la réaction du père quand tu commençais à jouer au foot? Mon papa m'a jamais supporté dans ce domaine jusqu'à ce que je sois devenu un adulte, pouvant décider de lui-même. Mon papa, une anecdote, mon papa, il me mettait dans le sac banjok, comme on appelle chez nous, quoi. C'est-à-dire, il me mettait à l'intérieur les week-ends et m'accrochait sur un manguier, quoi. Pour se rassurer que je ne sois pas parti ou que je n'aille pas jouer. Oui. Et c'est veiller à ce que personne ne vienne me détacher là. Donc, moi, j'étais perché là-bas dans un sac. Et mes amis du quartier, quand ils venaient, et là, le gars, on vient me chercher pour que j'aille jouer, quoi. Donc, moi, Donc, je par les rapport au regardais. foot, Pardon? donc il le faisait parce qu'il ne voulait pas que tu aies joué. C'était la seule raison. Exactement. Wow. Il le faisait parce qu'il ne voulait pas que j'aille jouer. Et quand les gars venaient me chercher, je les regardais en bas comme ça. Et ils me disaient, et ça les amusait, quoi. Donc, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils ne voulaient pas qu'on joue et tout. Mais voilà, mais j'ai persévéré. Mais en ce moment, s'il te plaît, tu avais environ quel âge ce moment-là? C'est-à-dire dans les 12 ans, 10 ans? Oh, je parle de trucs de 10, 11 ans. Wow. Je parle de trucs de 10, 11 ans parce que normalement, je commençais à jouer quand j'avais 12 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, je ne jouais pas. Je jouais. On jouait dans le quartier, on jouait les interquartiers, comme tu le sais, les Oui. petites ligues.
Et je me rappelle que jusqu'à présent, ma maman garde encore certains de mes trophées. OK. Ça veut dire alors que tu étais un bon footballeur, si on peut le dire ainsi. J'avais toujours été apprécié par surtout des grands frères. Mhm. Et ce qui me faisait croire que je faisais bien parce que j'étais bien apprécié non seulement par des grands frères, mais aussi ceux qui jouaient avec moi. OK. Et pour ça, tu sais qu'au niveau du pays, il y avait des petites récompenses qui suivaient. OK. Moi, je me rappelle qu'on jouait et il y avait des taxis garés de gauche à droite. Oui. Moi aussi, j'ai vu qu'ils sont comme moi. En fait, en tant que spectateur, bien entendu. Voilà. Et vous finissez de jouer comme ça et c'est l'autre qui t'appelle comme ça et te dit, tu as très bien joué, on te donne 200 francs. Et comme ça, donc au retour, tu vas te retrouver peut-être avec 1000, 1500 à la maison. Mais tu joues à quel poste en passant? Tu joues à quel poste? J'ai commencé à jouer comme attaquant. Attaquant ailier ou bien avant-centre? Je joue attaquant avant-centre OK. parce que j'ai marqué d'ailleurs beaucoup de buts, ce qui fait que j'étais très souvent le meilleur joueur, le meilleur buteur. Quel est ton premier club? Tu as dit premier club sérieux. Donc, je dis à 12 ans, on commence à jouer, bien évidemment. C'est pas le Cameroun que nous avons aujourd'hui. Mhm. Nous avons ce qu'on appelle le Mongo Football, qui était très bien organisé. C'est pour jouer pendant les championnats de vacances. Et c'est dans ce championnat de vacances que des recruteurs vous voient et vous demandent de venir vous entraîner. Mon premier club serait pour répondre, c'était Olympique. Pas Olympique de volley. Oui. On avait un Olympique en Vogada. Et ce monsieur, je pense qu'il a encore en vie aujourd'hui. On l'appelait Coco. Mhm. Il a beaucoup œuvré pour le football jeune. OK. Si je peux souvent dire que j'ai joué avec Eto'o, ce n'est peut-être pas sur un cadre professionnel, mais c'était dans cette équipe-là. OK. Et avec ce club, d'ailleurs, j'ai fait la Coupe Top à 3 reprises, je crois. La première fois, la première Coupe Top que je fais, j'ai été sélectionné jusqu'à l'équipe provinciale. Et la deuxième année, la Coupe Top, toujours, j'ai été sélectionné, j'ai fait la sélection provinciale. Nous sommes allés à Douala et j'ai été retenu pour l'école de brasserie. Nous avons été internés. Et c'est mon papa qui est venu m'enlever de là-bas. Ah, OK. Donc, mon papa, après avoir appris que voilà, j'étais parti jouer à Douala et tout, il a pris sa voiture, il a conduit sur Douala. OK. Et je me rappelle que quand j'étais à Douala, pour la sélection de brasserie, là, les choses étaient tellement bien organisées qu'on savait combien de défenseurs, par exemple, gauchers, on avait sous la main. Dans le classement, que ce soit la Fédé, que ce soit brasserie, j'occupais le poste numéro 1 des latéraux gauche. Donc, tu vas trouver les joueurs comme Pierre Wemelen qui était derrière moi OK. en tant que latéral gauche. Oui. Donc, et ce manque de support de mon papa fait qu'il soit venu là-bas. Il m'a retiré de ce stage et nous avons reconduit toute la nuit sur Yaoundé. J'ai été formé, si je peux le dire ainsi, dans ce club qu'on appelle Olympique. OK. Et après, je me rappelle au niveau des cadets, je suis allé à Tonnerre. J'ai passé une année dans le Tonnerre et j'avais trouvé ça un peu, c'était un peu très difficile parce que le Tonnerre s'entraînait par Vogada. OK. Le Tonnerre cadet, je ne s'entraînais pas en Vogada. Et j'ai trouvé ça très, très difficile d'aller toujours m'entraîner avec eux. Je suis donc revenu au niveau de la CNPS. OK. Et j'étais bien évidemment déjà junior. Mhm. J'ai commencé à la CNPS. Junior, il faut quand même signaler que en commençant junior comme ça, j'ai fait aucun match junior, j'avais déjà été surclassé. OK. On m'avait surclassé avec cette CNPS qui avait des Alun Bouka dans les buts, des Lui, Abouban. le gardien de but camerounais qui a gagné la Coupe d'Afrique 2000, c'est pas au 2000 ou 2000, oui. Effectivement. Mhm.
Donc, je m'entraînais déjà avec eux et ils m'ont fait, je me suis entraîné toute une saison avec les seniors. Et pourtant, j'étais junior. Donc, c'est l'année d'après, quand les Alioum, d'ailleurs, même il est parti en Turquie. On a vu les Abhorrence partir ailleurs, que j'ai commencé donc j'ai commencé à jouer avec les seniors. Quand es-tu parti du pays? Je suis parti du Cameroun en fin 2016, en fin 96. En 96, déjà, waouh, ça fait 96, j'étais déjà une parti. année. Mais c'était quoi la première étape après le pays? J'ai fait une petite formation à Saint-Étienne. Hein. J'ai fait une petite formation à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. En France? Oui. Ah, okay. Et c'est même par, je dirais, par ignorance que je suis parti. Parce que on devait suivre une formation de 2 ans. Et quand la trêve hivernale arriva pour la première fois, souvent on vous renvoyait chez vous pour essayer un peu de passer 2 semaines, 3 semaines. Et je n'étais plus reparti. Wow. Je suis plus reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, j'étais jeune et à dire vrai, j'avais aussi manqué de vision et de conseils à ce niveau. Okay. J'avais trouvé ça très difficile pour mon âge et je n'avais pas aimé quoi. Okay. Et moi, je voulais jouer dans un club, voyant que j'avais fait mes formations, mais bon, il fallait faire la formation et il fallait attendre que cette formation soit accomplie pour voir s'il fallait continuer. Donc, c'était ça la première étape. Je suis revenu au Cameroun, bien évidemment. OK. Maintenant, Simon Bell, avant de continuer, on va prendre une petite pause et on va appeler quelqu'un là qui a quelques questions pour toi ce soir. Allô? Ouais, Steven, comment tu vas? Ça va bien, c'est toi? Ça va. Je suis sur le plateau là, dans le cadre de l'émission Qui es-tu? Avec Simon Bell, que tu connais très bien. J'ai passé mon salut à le grand Simon. Ouais. Salut, Sylvain. Sylvester. How? Nous sommes là. J'ai 2 questions. Oui. Premièrement, qu'est-ce qui pousse Simon Bell à entrer dans le football, à poursuivre une carrière footballistique au lieu d'une autre carrière? Et deuxièmement, qu'est-ce qui le pousse aussi à sortir du Cameroun en direction vers l'Asie? Merci Sylvester pour ces questions-là. Je crois que ta première question est très pertinente. Qu'est-ce qui me pousse à choisir du foot comme métier? Je dirais que le foot m'a choisi. Hein. Je dirais que le foot m'a choisi parce que déjà dès mon bas âge, je m'amusais. Et si j'ai bonne mémoire, le premier sobriquet qu'on me donna dans mon quartier, c'était Kempes. Kempes. On m'appela Kempes à une période. Pour dire vrai, j'avais le choix soit de devenir un musicien, soit de devenir un footballeur. Et j'avais un grand frère dans mon quartier, Jean-Jacques, qui était très bon joueur, lui aussi à l'époque, et qui était un très grand batteur. Il joue encore de la musique aujourd'hui. C'est un musicien de studio international renommé. Il est en Suisse. Si je te montre ce qu'il fait, tu ne vas pas en revenir. C'est lui qui me donne le meilleur conseil que quelqu'un ne m'a jamais donné dans ma vie. Au fait. Et c'est ce conseil qui me permet donc maintenant de me focaliser et de suivre, essayer de poursuivre une carrière footballistique. C'est lui qui m'a dit, parce que j'aimais bien la musique, j'étais toujours dans les cabarets, je commençais à apprendre à jouer à certains instruments. C'est lui qui m'a dit, des deux, il m'a vu les faire. Et il me donne le conseil de poursuivre le football parce qu'il croyait que j'étais plus doué en foot qu'en musique.
Maintenant, pour la deuxième question de Sylvestre, qui est de savoir pourquoi l'Asie. Je ne suis pas sorti pour l'Asie, ce n'était pas ma destination. J'avais d'abord opté pour l'Europe. Et j'ai connu des échecs. Et après cet échec-là, j'ai replié au Cameroun. Et c'est à partir du Cameroun, maintenant qu'on a commencé, parce qu'on était déjà un peu connus, à avoir des tentations. On avait Roger Mila qui était en Asie, on avait Mabouan qui m'appelait tout le temps. Si tu viens, voilà ce que tu peux faire, voilà, on va s'en occuper. Donc, on avait des gars qui sortaient de l'Indonésie et qui étaient, tu connais le Cameroun, on les appelait les pros, quoi. Il sortait là, il a une bonne bagnole, il s'habille bien, il a des bons tigres, des bonnes paires de godasses. Et c'était des amis. Donc, après, je suis allé, j'ai chuté en Afrique du Sud avant de continuer en Asie. Voilà un peu pour répondre à Sylvestre. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je suis satisfait. J'apprends quelque chose de nouveau parce que moi, je croyais qu'il sort du Cameroun directement pour l'Asie. OK. C'est quelque chose que j'apprends. Il est passé par la France, l'Afrique du Sud, avant l'Asie. OK. Merci beaucoup, Sylvain. À la prochaine. OK. Merci à vous. OK, bye. Merci, bye. Non. Simon Bell, Oui. rentrons un peu dans l'étape de l'Indonésie, là. Tu as joué en Indonésie pendant longtemps. Et comment était le football en Indonésie? Je me rappelle avoir joué avec un gars qu'on appelait Kurniawan Sandi. Kurniawan Sandi avait été formé à Florentina. La Florentina était venue le chercher en Indonésie, il avait 14 ans. OK. Donc, et tu avais les Bima Sakti qui avaient été en Allemagne, qui avaient suivi des formations, mais qui ne tenaient pas justement parce qu'ils n'avaient pas ce courage-là. Donc, et avec l'apport des joueurs étrangers, je peux te donner seulement côté camerounais, Oui. qui sont passés en Indonésie, Oui. pour te démontrer un peu que ce n'était pas ce que les gens pensent. Parce que les gens parfois pensaient, non, les joueurs vont là-bas parce qu'ils sont finis. Non. Les joueurs n'allaient pas là-bas parce qu'ils étaient finis. La perception qu'on a d'un joueur qui a 30 ans et qui a déjà bourlingué depuis 15 ans, c'est qu'il est vieux et il est vétéran. Donc, même le marché commence à réduire. Pourtant, il a encore beaucoup à offrir. C'est même là qu'il commence à jouer. OK, Simon, ça veut dire que tu es arrivé en Indonésie après le passage de Roger Mila. Bien sûr. Est-ce que Roger Mila a laissé des empreintes, ça, des signes en Indonésie? Est-ce qu'il est connu en Indonésie? Est-ce qu'il a marqué beaucoup de buts et autres? Mais Roger, c'est quelqu'un qui a été touché par les dieux du foot. Partout où il va passer, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va toucher, ça laisse parler. Roger Mila, je te rappelle que Roger Mila jouait dans un club qu'on appelle Pelita. Pelita, et jusqu'aujourd'hui, c'est le club de l'une des personnes les plus riches de l'Indonésie. Je dis bien l'une des personnes les plus riches de l'Indonésie. Dernièrement, j'ai raté un deal avec ce monsieur parce qu'il voulait faire venir le Juventus là-bas. Mais Roger avait des sous de table qui étaient hors de son contrat, par exemple. Parce que c'est un monsieur qui marquait à volonté. Il pouvait se lever le matin, bon, le président vient lui voir et dit, Roger, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Roger dit, moi, si je marque 2 buts, tu vas faire combien? Il dit à Roger, si tu marques 2 buts, je te donne 5 000 par but. Ouais, c'est un secret pour le moment, mais quand je vais la poser, tu vas savoir de qui les questions. Apparemment, en Indonésie, tu as été adopté par un certain Indonésien au nom de Ronaldo. Donc, et je crois qu'il voulait même que tu épouses sa fille, parce qu'à l'époque, tu étais célibataire. Est-ce que tu peux nous relater un peu cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, c'est des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi. Effectivement, oui, j'ai une idée d'où cette histoire-là
toute cette histoire-là sort. J'avais été adopté par Majid. On l'appelait Ronaldo. Un joueur ou bien un monsieur? C'était un Indonésien. À l'époque, il avait 62 ans. Oui. Donc, il m'a aimé. Il m'a côtoyé. Il a commencé à me traiter comme son propre fils. Et à un niveau, il est devenu très sérieux, au point où il voulait que je pousse sa fille, quoi. Et c'était un musulman. Je me rappelle même quand je suis allé jouer dans leur ville, parce que la ville dont il était origine, c'est une ville qui a 4h30 de vol de Jakarta. Et il était reparti là-bas et mon équipe est arrivée jouer contre l'équipe locale. Il n'a pas dormi toute la nuit. Donc, c'est un monsieur qui était un papa. L'histoire, c'est que moi-même, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu en moi. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé parmi tous ces étrangers qu'il voyait, qu'il était avec tous les jours. Il avait pointé que voilà son fils et c'est devenu comme ça que partout sur la rue, quand je passais, on disait que voilà le fils de Ronaldo. Tu ne me touchais pas, tu me disais, je ne manquais de rien, quoi. Ok. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille, là? Qu'est-ce qui s'est passé avec? Sa fille? Bon, ouais. Tu sais, j'avais rencontré sa fille, mais on n'en a même pas en parlé, on n'avait même pas en parlé. Et c'est un monsieur qui avait cette ambition-là. Mais bon, ça n'a pas marché. Et mais en je fait, te dire, des fois, il me parlait, il pleurait. Hein. Non, non. Il m'a été relaté qu'il voulait que tu poses sa fille. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait tout simplement parce que je n'avais pas pris le risque. Et tu sais, avec des musulmans, il faut que tu te convertisses aussi à musulman. Et c'est un peu ça qui avait bloqué. J'avais aucun intérêt à me convertir en musulman. Et l'année où je pars, effectivement, c'est l'année où il veut que j'aille jouer dans le club de la ville, que je sois un peu rapproché à lui, quoi. Ok, bien. Mais quand tu dis que tu parles, d'où tu parles de l'Indonésie pour quel pays? Je parle de l'Indonésie pour ici. En quelle année? En 2000. As-tu arrivé Avant, avant les jours après les Jeux? Avant d'arriver ici, j'ai fait escale à Oman. Oui. J'ai signé un contrat de 2 ans à Oman. Oui. Et je suis resté pour 3 mois. Et j'ai demandé à être libéré et à rentrer chez moi parce que pour ceux qui connaissent un peu le sultanat d'Oman, il y a 20 ans, ce n'était pas fait pour un jeune viril et quelqu'un qui aimait bien la vie comme moi, quoi. Ok, justement, ok. C'était pas possible, j'ai Non, demandé à sortir. ça veut dire que tu es en Oman et de là-bas, tu viens en Australie. Je repars en Indonésie. Oui, oui. Je fais une saison en Indonésie. Oui. Encore de plus. Tu joues Et en cette saison-là, je suis élu même meilleur joueur du championnat. À quel poste? Milieu défensif. Milieu défensif. Meilleur joueur du championnat de première division en Indonésie. En Indonésie, ok. Ouais. Ok, justement. Voilà. Et qu'est-ce qui t'amène en Australie? C'est le football? Tu viens en Australie jouer au foot? C'est le foot. J'avais des avances ici depuis un bon bout. Et tu sais, on était à côté. On regardait un peu une voie qui nous permettait de repartir en Europe. Et l'Australie, selon ce que nous était parvenu, n'était pas un mauvais tremplin. N'était pas un mauvais tremplin. Et après, il y a eu des avances et finalement, je me suis décidé avec la mouvance des Jeux Olympiques et tout cela, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et je suis arrivé ici en 2000 sur l'invitation du club Marconis Talons.
OK. Bon, justement, parlons justement des Olympiques, des Jeux Olympiques de 2000 là. Il paraît que les Camerounais étaient beaucoup aimés par le public australien. Est-ce que c'est un fait ou bien c'est juste une impression? Non, c'est un fait. C'est un fait. On avait l'impression que déjà même le parcours des Camerounais Lors des je Jeux, veux oui. parler du football Oui, oui. en particulier. Le parcours des Camerounais a mené le public à les aimer. De plus, ils restaient dans la compétition. De plus, le public. Et il y avait un monsieur, je me rappelle, Asango Mounia, un Camerounais. Il avait ce cri de guerre. Quand il lançait, tous les Blancs ont appris le cri de guerre. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait qu'Asango Mounia, Nia. C'est-à-dire, quand il dit ça, tout le stade embrasse. Nia. OK. Donc, il dit Asango Mounia, Nia, Asango Mounia, Nia. Et c'est parti, quoi. Ce qui fait que les joueurs répondaient. Ah, OK. Les joueurs, même sur le terrain, répondaient. Je profite quand même ici pour dire que pour nous qui avons vécu les Jeux Olympiques, Oui. le Cameroun n'a pas été la meilleure équipe en termes de jeu. OK. Mais le Cameroun a été l'équipe la plus complète OK. dans tous les compartiments. Et la maturité était dans l'ordre exact, avec ce garçon qui était déjà à ce niveau-là Oui. pour jouer. On Donc, parle de gars comme les Kameni, Samuel Eto'o, Patrick on parle de Mboma, Samuel Eto'o, on parle de Patrick Mboma, on parle de Jérémy Djitab, on parle de Yengomé. Pierre, on parle de Nicolas Anundi, on parle de Mimpo, on parle de Meyongze, on parle de Ngom-Komen, on parle de Kenny Patrick Sifo. Oui, oui, justement, voilà, c'est Sifo, oui, Sifo, oui. Donc, on parle de Modeste Mbami. Mbami, oui, justement, oui. Donc, on avait des très, très bons joueurs. Mbami qui a joué justement au PSG aussi. Oui. OK. On joue avec deux avant-centres, Eto'o et Mboma. Ouais. Est-ce que ce moment-là, tu pouvais déjà avoir le flair, ce flair-là que Eto'o devait être un très grand avant-centre? Donc, mais s'il faut rentrer dans quand est-ce que j'ai su, moi personnellement, pour l'avoir connu, que ce garçon était un phénomène, c'est pour avoir joué avec lui. Ah, OK. Avoir joué avec ce garçon en tant que joueur, on savait que c'est le feu qu'il a entre les jambes. Wow. Et non seulement il avait ce feu, il avait ce talent, il avait une confiance en soi, il avait une confiance en lui-même qui était hors pair. Oui. Et il ne négociait pas ça. Je vais te dire une chose ici. Eto'o était minime, j'étais cadet. Je suis quand même son grand frère. Oui. Même avec le talent. Mais minime et cadet, on s'entraîne ensemble. C'est comme ça que moi, j'étais capitaine des cadets. C'est comme ça que l'idée me vient un jour, je discute avec le coach, je lui dis, mais l'enfant là, il fait des choses. Et ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est un cousin du village. OK. Donc, sa maman, déjà au quartier, allait dans les maisons avec ma maman. Donc, sa maison, c'est derrière la maison. Donc, ce n'est pas que je voulais qu'il joue parce qu'il y avait... Mais je savais qu'il peut. Comme ça, quand le plan, on lui sur place, et je vais te dire un match qu'on a fait à Yaoundé. Jeune, minime, surclassé en cadet, il est au banc de touche. Et on est mené 1-0. À la mi-temps, le coach parle et tout. Moi, je viens, je dis au coach, écoute, je crois que le petit là veut nous faire quelque chose. Nous, on l'appelait à chaud parce qu'il avait les élans métissés, quoi. On l'appelait à chaud.
Vous voyez dire que chaud que tu vois là, il peut faire quelque chose. Le coach s'est même fâché contre moi. Mais bon, on rentre à la deuxième mi-temps, il reste peut-être 20 minutes, il décide de mettre Eto'o. Premier ballon que toi as reçu, il a mis un but. Enfin, on était un but partout. Il n'a pas fait 10 minutes sur le stade. Il nous a mis à 2 buts à 1. Il a couru vers le banc de touche. Il a enlevé son maillot. Il a tapé ça devant le coach. Il est parti. Il n'a plus jamais joué pour l'équipe là. Wow. Voilà le genre de caractère à son âge qu'il avait déjà. Donc, ce n'est pas les Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qu'on a connu. Quand tu as connu les Eto'o dans UCB, et l'Eto'o a touché le tonnerre à la Football Club de Yaoundé, en Coupe du Cameroun, à le retour. On te dit qu'il a 15 ans. Il fait les merveilles. Tu le regardes sur le terrain, tu vois le défenseur qui le prend. Le défenseur à 2 mètres. Oui. Il est balèze. Tu le cherches, le défenseur, tu cherches tout devant le défenseur, tu ne le vois pas, mais il va marquer. C'est quoi la différence entre le football australien et le football européen et aussi le football camerounais? Ouais. C'est une bonne question, ça. Le football est un sport unique. Parfois, quand je commence à parler du football, je suis très ennuyé. Et c'est parce que j'y pense matin, midi, soir. Et en tant qu'un coach aussi maintenant, même si ça a un niveau avec des amateurs, j'y réfléchis profondément. Le football est unique. Le football n'est pas comme les autres sports. Et chaque continent, je ne veux pas dire chaque pays, chaque continent a sa façon de jouer au foot. Il y a une très grande différence entre le foot australien. Le foot australien, bon, tu sais que l'Australie, c'est la copie conforme des Anglais. Ils veulent faire un peu comme des Anglais surtout. Donc, sur la façon de jouer, sur la façon de faire tout, quoi. Ouais, le football australien, anglais est basé sur la puissance et la force physique. Le football en Europe, par exemple, lui, il est basé sur la science et les schémas tactiques. Il se repose sur ces dons-là. Le football en Afrique, nous le considérons en tant que tel. C'est d'abord un jeu. C'est d'abord pour s'épanouir. Et maintenant, quand il vient au niveau de compétir, nous savons le faire parce que nous voulons nous amuser et nous savons nous épanouir. Et bien sûr, c'est là où le football africain se repose sur l'amusement. Ça explique peut-être pourquoi les équipes africaines n'ont pas encore bien fait à la Coupe du Monde. Parce qu'ils s'amusent encore. Mais quand on va comprendre qu'en ce moment, nous avons dépassé l'heure des amusements, il faut maintenant que nous atteignions l'heure de la performance qui est longtemps demandée aux équipes africaines. Et avec cette performance, maintenant, on va commencer à franchir les gaps et on va commencer à présenter les résultats. Les résultats sont déjà là. Il faut simplement maintenant être consistant dans la performance pour maintenant commencer à hisser le nom, par exemple, demi-finale Coupe du Monde, pourquoi pas finale et pourquoi pas la gagner. Ce n'est pas des rêves impossibles. OK, merci beaucoup. Ça veut dire que, en fait, tu as joué en Australie aux années 2000, avant la naissance de la A-League. Est-ce qu'il y a des joueurs, des personnalités qu'on voit souvent dans les émissions de sport avec qui tu as joué? Notamment, il y a un certain Craig Foster qui a joué aussi à l'époque, avant la A-League. Est-ce que tu le connais? Tu as joué Oui, bien sûr. Craig Foster, c'était mon capitaine. C'était mon capitaine. J'ai cette chance, que ce soit au Cameroun, que j'ai joué avec
presque 3 générations. OK. J'étais jeune, j'ai connu des générations qui sortaient. Je me suis entraîné avec Koundé Emmanuel dans les rangs de la caisse. Des gens ne le savent pas. Si j'avais été titulaire, je pouvais dire aujourd'hui que j'ai joué avec Koundé, mais non. J'étais dans une même équipe avec Koundé. Donc, ça pouvait dire qu'à n'importe quel moment, je pouvais jouer avec lui. Bon, tu trouves maintenant que j'ai également joué avec, parce que quand tu vas citer les Ngom communs, Oui. c'est des enfants qui viennent après. En passant compte, comme c'est mon joueur préféré, en fait. Voilà, c'est des enfants qui viennent après. Mhm. Parce que si tu veux citer dans ma génération, tu vas partir commencer à citer les Fouets. Tu vas commencer à citer les Tchoutang. Tu vas commencer à citer les Sons. Tu vas commencer à citer les Jérémy Dita. Tu vas commencer à citer les Wemelen. Voilà où tu peux me classer comme génération. Et quand tu cites ces gens-là, ils ont joué avec Milan. Ils ont joué avec Thomas Kono. Oui. Donc, c'est pour te dire que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, j'ai eu ces chances-là. J'ai joué avec Ray Foster, qui était mon capitaine. Tu as les enfants comme les Mark Milligan, Oui, Mark qui étaient Milligan, mes justement, oui, oui. juniors, Oui, qui oui. étaient mes juniors ici en Australie. OK. Tu as un joueur comme Archie Thompson. Oui, justement, oui. L'aborigène, oui. Oui, donc tu as des joueurs comme Robbie Slater, Justement, Robbie Slater, oui, oui. avec qui on a joué. Oui, oui. Robbie Slater, c'était le meilleur joueur de l'Océanie. À un moment, il a gagné la coupe en Angleterre avec Blackburn. Oui, 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 On a joué ensemble. Il y a des Andy Harper. oui. Justement, de cette époque-là, quels sont les Camerounais qui, en fait, que tu connaissais à l'époque-là? Que je connaissais à l'époque où je Oui, jouais. oui, ici en Australie, oui, oui. Oui. Déjà, il faut dire que je suis venu ici par l'aval d'un Camerounais. OK. Ouais. Il est là, il se fait peut-être pas sentir dans la communauté, mais c'est par lui que je suis arrivé. Lui-même ancien joueur, lui-même il a joué ici. Mhm. Donc, les Camerounais que je connaissais à l'époque, il y avait déjà le Camerounais que j'ai rencontré et commencé à échanger avec lui directement, c'était le premier Camerounais, c'était Mozart. Les années 2000. Ouais. Bon, OK. Mozart et moi, on a commencé à échanger. Je savais que Jérémy était déjà là. Et Jérémy Oui. et Mozart se connaissaient depuis le Cameroun. OK. Donc, Jérémy a fait un tour aussi à Sydney. On a pu se voir. Et avec Mozart, on a commencé à fréquenter Sakio. OK. Sakio qui Pika, était aussi. le champion du monde de boxe. Voilà. Oui. Donc, Mozart m'a dit qu'il y a Sakio qui est là, qui l'appelle. Il faut qu'on aille le rencontrer. On allait le rencontrer. Donc, on a commencé à se fréquenter. Il y avait le grand Achille aussi. Oui, Achille. Ouais, il y a voilà, un peu les Camerounais, le docteur Robert qui est là. Oui, docteur, oui, justement, oui, oui. Voilà, il y a les Yvette, il y a les Bello qui étaient là, même génération, ils sont arrivés presque au même moment. Donc, et on était là ensemble. J'arrive en Australie 5 ans plus tard, en 2005, et on se rencontre pour la première fois dans le cadre de la réunion des Camerounais de l'Australie, chez Patrick, à Sydney. Et bon, c'est une réunion qui avait l'air de marcher, mais depuis lors, on a l'impression que les réunions de Camerounais ont des petits soucis et tout, et tout. Selon toi, Simon Bell, pourquoi les associations des Camerounais en Australie ne prospèrent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que déjà le Camerounais a ce problème d'intégration. Il faut d'abord comprendre que les Camerounais qui sont ici en Australie ne sont pas intégrés. L'intégration, c'est dans le sens général. Parce que c'est bien beau de dire que je suis intégré, je parle anglais, j'ai un boulot, je paie les taxes et voilà, je ne veux pas m'occuper des autres. Ce n'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est de savoir
qu'est-ce que je peux faire dans ce pays pour être utile au pays qui m'a accueilli, dont certains d'entre nous se proclament d'être des citoyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire donc maintenant dans ce cadre en tant que communauté? C'est ce que beaucoup n'ont jamais compris. Et je suis très désolé parce que je suis l'un de ceux qui ont œuvré pour qu'il y ait une association ou alors une représentation de notre communauté dans ce pays. Je dis bien œuvrer. Mais tu sais, l'Africain en général, le Camerounais en particulier, un peu perplexe et complexe. On confond tout et c'est pour cela que j'ai parlé que nous ne sommes pas intégrés. Et c'est un peu ça qui freine la communauté camerounaise, si tu me demandes, ici en Australie. Ok, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour être un peu plus soudés là? Il y a plusieurs choses qu'il faudra essayer de penser. Mais je vais prendre un petit modèle, un petit exemple pour dire que si notre communauté veut être représentée, il faut des sacrifices. Les sacrifices sont individuels. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux dire qu'il faudrait que chacun essaie d'apporter un peu de son génie pour faire fonctionner la société. Et le seul modèle qui peut faire fonctionner la société camerounaise, je le dis souvent, je vais le répéter, je vais le maintenir, peut-être ça pourra changer un jour, c'est un modèle fort, c'est-à-dire un modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut que la communauté camerounaise se structure comme un business. Oh. Ouais. Et que ceux qui ne veulent pas coopérer, bon, se voient tout simplement mis de côté. Personne ne va leur enlever l'identité. Quand on va parler de la communauté, de l'organisation ou alors de l'association des Camerounais en Australie, c'est cette face de ce business-là qu'il faudra que nous présentons aux autres communautés ou alors à l'État australien que nous voici. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous pouvons apporter. Si on ne le fait pas, on peut tous bien vivre, on peut tous bien manger, on va tous mourir un jour. J'ai peur, on ne deviendra jamais, et alors jamais, comme les communautés que nous voyons un peu partout. Il y a les Libanais, il y a des Italiens, il y a des Grecs, il y a des Français. On ne deviendra jamais là. Et ce n'est que cette structure qui va prendre en elle des paragraphes même comme d'éduquer et d'essayer d'intégrer des nouveaux venus. Parce que nous sommes en Australie, n'oublie pas. Et c'est un peu troublant, c'est un peu difficile de quelqu'un qui part du Cameroun pour faire un si long voyage. Merci beaucoup pour ces mots très édifiants. J'espère que les Camerounais apprendront quelque chose de toi, parce que toi, on te voit tout le temps, on ne te connaît pas vraiment. Et il y a toujours ce petit mystère en toi, un peu comme ce concept de crancologie, parce que tout le monde t'appelle le cranco. Vraiment, moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est en fait. Est-ce que tu peux essayer, si ça ne te gêne pas, d'expliquer un peu qu'est-ce que la crancologie? La crancologie, Vince, on va rentrer dans les profondeurs là. Et tu sais qu'il faut souvent, pour me suivre, il faut souvent aussi bien tendre l'oreille parce que parfois je vais en profondeur avant de refaire surface. Oui. La crancologie, je ne veux pas tirer de long en large. Je vais essayer d'être simple.
en Oui. disant que c'est un paradigme Mhm. qui rejoint un peu l'afrocentrisme et qui s'aggrave complètement sur le panafricanisme Oui. en tant qu'un kémite. Mhm. Donc, voilà la science derrière la crankologie. Et nous suivons une certaine logique. Mhm. Et quand on devient cranko, c'est parce qu'on a surpassé certaines étapes de la vie déjà. Je veux par exemple te dire que le premier pan d'un crankolo, c'est justement de se reconnaître Mhm. comme un kémite. C'est là où tu commences à devenir un cranko. Mais qu'est-ce qu'un kémite? Un kémite, c'est celui qui appartient à la terre-mère. La terre-mère. Oui. OK. Et là, qu'est-ce qu'il faut pour être kémite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on ne fait rien, c'est tout naturellement. Une pensée, une façon de Oui, concevoir les choses. Oui. appartenir à la terre-mère, ça veut dire que je suis kémite. OK. On m'appelle cranko parce que j'ai atteint le 3e seuil de cette science-là. Et il y a Ouais, combien mais, de seuils? pardon? Il y a combien de seuils là? Il y a 3, bien évidemment. Quand tu as la tête, quoi. Il y a la première entrée, il y a la deuxième et il y a la troisième. Oui. Maintenant, si tu dégringoles de là, tu deviens un cancre-là. Donc, tu n'es plus quelqu'un que je peux considérer, quoi. OK. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Nous nous aggravons à ce qui a été conçu de par nos ancêtres. La tradition ne manque pas. Oui. Pour ceux qui sont encore sceptiques, ils peuvent peut-être, s'ils veulent, mais les preuves, on n'en a pas besoin parce que nous les voyons, ils sont palpables. Seuls ceux qui ont des yeux bandés refusent. Que les gens sachent que la tradition ne trompe pas, surtout quand elle est la vraie et qu'elle est la bonne. Tout ce qu'on va venir nous raconter, tout ce qu'on va venir nous dire, et comme je disais tout à l'heure, l'heure des discours est finie. Mhm. Ce n'est plus l'heure des discours. Les Martin Luther qui ont fait des discours. Mhm. Oui, des Malcolm on parle. Nous sommes à la période du verse haut. Nous vivons la période du verso, c'est-à-dire tout est dehors Mhm. comme information. Justement. Tout est dehors. Donc, c'est à nous d'aller chercher cette information pour s'en servir et non se caler derrière des discours très beaux, souvent, mais qui sont des choses qui ont été déjà faites. Ceux-là ont fait leur discours. Ils nous ont mis sur un chemin qui nous permet maintenant qu'au lieu que nous fassions des discours, peut-être que nous fassions autre chose. Parce que je pense que si des gens comme Cheikh Anta Diop étaient en vie, ils seraient sur d'autres pans aujourd'hui. Pas pour nous dire que nous sommes tous africains. Et Sankara. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ce que moi, je peux essayer de vraiment stimuler chacun à retrouver son sens lui-même. Je veux te dire quelque chose, que moi, depuis que j'ai trouvé ce chemin, tout ce que je demande, je reçois, par exemple. Okay. Tout ce que je demande, je reçois. Toi qui es assis là, je te dis, tu vois que tu as des exemples typiques avec moi. C'est-à-dire que je t'ai dit que fais comme ça, fais comme ça. Oui. Ce sont des petites astuces. Oui, c'est ça. Qu'on fait même pour s'amuser. Oui, justement, je sais que tu fais allusion au match de foot où tu as Oui, trouvé oui. avec des trucs bizarres.
Oui. Je posais des questions, savoir ce que c'était. Tu as dit que prends ça, tu as marqué 2 buts. J'ai dit, ah bon? Ben oui, effectivement, j'ai pris là. Bon, j'étais un peu sceptique. Je l'ai fait et effectivement, j'ai marqué 2 buts. Donc, c'est bon. Le moment, c'était il y a environ 5 ans, mais bon. Ça ne trompe pas. Donc, je veux dire Oui. que pour nous, il faut que les gens sachent que comme ils lisent dans certains livres, que chaque fois que vous m'appellerez, je serai là. Il faut qu'ils sachent que c'est pareil. Okay. Et c'est d'ailleurs chez nous qu'ils ont appris cela. Okay. Parce que chez nous, quand tu appelles, tu reçois. Il faut savoir bien appeler. C'est notre qu'on va achever l'émission. Simon Bell, Cranco, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été très enrichissant. J'espère qu'on a... En fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses et les gens qui suivront l'émission apprendront beaucoup de choses aussi qu'ils ne connaissaient pas sur toi. Donc, sur ce, je dis bon week-end et tu sais que la chronologie, le week-end commence... Effectivement, lundi. lundi. Et à très bientôt. Okay. Merci beaucoup. Le plaisir a été partagé. Le plaisir a été... OK.